Donc voilà, je vais vous raconter mes histoires. Alors je savais pas trop quoi faire. Est-ce que j'allais plutôt vous présenter des projets? Est-ce que j'allais lire un test ou plutôt faire ce que j'aime, raconter simplement des histoires? Et finalement, j'ai décidé de faire un peu de tout. Voilà, comme ça, il n'y a aucun risque que vous vous ennuyiez pendant cette petite heure qu'on va passer ensemble. Donc, je suis censé vous parler de cosmogonie, mais je vais d'abord commencer par vous parler de ce petit être, le pangolin. Donc, vous le savez, le pangolin est soupçonné d'avoir déclenché la crise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. En réalité, c'est un petit animal tout à fait inoffensif, qui est l'animal le plus braconné aujourd'hui, bien devant l'éléphant, le tigre, le rhinocéros par exemple, et qui est menacé, lui, d'une extinction un peu silencieuse parce qu'il n'a pas la prestance des autres. Mais en réalité, c'est un animal très 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 intéressant. C'est une sorte de monstre taxinomique, dans le sens où il concentre différents univers. C'est à la fois un animal aquatique, mais on est aussi un animal terrien. Il sait grimper aux arbres, il se tient debout comme un homme, le maintien tout à fait anthropomorphe. Il a le corps recouvert d'écailles, sa langue est plus longue que tout son corps. Et toutes ces particularités font que c'est un animal qui a été saisi par plusieurs populations d'Afrique pour être l'élément qui articule un système de pensée très 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 complexe. Je pense notamment aux Lélé et aux Légas d'Afrique centrale, et je vous renvoie pour cela aux travaux de Mary Douglas ou Luc Dehoesch. Et donc, le pangolin est considéré dans beaucoup de grands mythes fondateurs comme étant l'animal qui a déclenché pour ces populations-là la création, et qui est l'animal aussi qui ordonne le monde en réalité. Donc, on tire plusieurs leçons chez ces populations-là de l'observation du pangolin. Alors, par exemple, le pangolin nous apprend la mesure, parce que c'est un animal unipare. Un peu comme les hommes, il ne fait qu'un seul bébé par portée. Donc, il nous apprend à nous réguler nous-mêmes, en quelque sorte. Le pangolin nous apprend aussi une forme de radicalité, d'irréductibilité, dans le sens où le pangolin se laisse mourir en captivité. C'est un animal que vous ne pouvez pas introduire dans une logique de production entre guillemets industriel, et donc il échappe à toute projection mathématique et à toute volonté de le réduire à du bien reproductible. Alors, ce n'est pas tout. Le pangolin nous apprend aussi la honte. Les Lélés, par exemple, disent que c'est le seul animal qui éprouve la honte. Parce que quand vous surprenez un pangolin, eh ben, il se recroqueville sur lui-même. Il cache sa tête, et donc il nous apprend par là à avoir une sorte de conscience des actes que nous posons. Et alors je peux continuer, hein, le pangolin est aussi l'animal qui a apporté la civilisation. On fait de l'architecture en s'inspirant de sa forme, et la façon dont ces écailles sont agencées prescrivent toujours chez les Lélés la façon dont les toitures des maisons sont élaborées. On considère que le pangolin est l'alter ego du chef. Le pangolin est un homme dans le monde sauvage, comme le chef est un animal chez les humains. Et donc il y a plein de rites comme ça où le chef rencontre le pangolin pour régler des potentiels conflits qui pourraient être des conflits qui mobilisent le monde sauvage et le monde domestiqué par les hommes. Tout ça pour dire que vous voyez qu'il y a tout un système de pensée, un système du monde très complexe que ces populations-là ont ouvragé autour du pangolin et qui leur permet de se positionner de façon, on va dire,
apaisés dans leur réalité physique. Et donc, la quantité de pangolins à ponctionner dans la nature est elle-même réglementée, parce que cet animal est l'animal qui éclaire et qui fixe les règles qui nous permettent d'être cohérents en société et de faire en sorte que nos sociétés soient cohérentes par rapport à l'ensemble de la totalité qui fait monde. Donc il me semblait tout à fait intéressant d'introduire ce propos par le fait que c'est peut-être un cosmocide ou un épistémicide. Je veux dire par là le fait que ce système de pensée complexe soit tombé en désuétude, qui a provoqué la crise dans laquelle on est aujourd'hui, puisque c'est les mêmes populations qui hier vénéraient cet animal, qui aujourd'hui livrent des milliers et des milliers de représentants de cette espèce à une traite essentiellement entre l'Afrique et l'Asie, qui est aujourd'hui le trafic le plus fructueux, même plus fructueux que le trafic de la drogue. Et donc, c'est Claude Lévi-Strauss qui disait « il y a des animaux bons à penser », et il y a des animaux bons à manger. Et là, on a le cas d'un animal qu'il ne fallait pas visiblement manger. Et le fait de l'avoir mangé fait qu'on a tous des masques aujourd'hui. Voilà. Tout ça pour dire que ce dont je vais parler aujourd'hui, qui sont les cosmogonies, sont des productions symboliques très fortes que plusieurs populations de par le monde ont essayé d'élaborer pour se limiter elles-mêmes et pour développer cette conscience de leur participation à quelque chose qui les dépasse et le fait qu'ils résument en quelque sorte quelque chose qui, encore une fois, les dépasse et que tous les actes qu'ils posent ne devraient jamais être conflictuels au regard de cette totalité. Alors la cosmogonie a été rapidement challengée. Elle s'est déployée de façon tout à fait intéressante et il y a des survivances dans des sociétés villageoises qui vivaient dans des configurations assez modestes, mais la cosmogonie a été très vite challengée par l'apparition des cités-États et on a vu apparaître des formes un peu plus figées qui ont fait religion. On le voit déjà dans l'Égypte ancienne, où la cosmogonie devient... là, vous avez une sorte de résumé de la création du monde chez les Égyptiens, avec l'acte du démiurge, Amon, qui ouvrant Nout sur Geb, donc le ciel sur la terre, fait apparaître la lumière, aidé par Chou et Tefnou, l'air et le feu. L'air et l'eau, pardon. Donc vous voyez que on quitte des considérations beaucoup plus souvent directement cosmiques, médiées par des espèces animales un peu chimères, un peu étranges, pour quelque chose qui va plus être une sorte de cosmologie où des astres vont remplacer des grands systèmes, des systèmes élémentaux, et le drame cosmique va de plus en plus se rigidifier et prendre forme d'êtres à qui on va prêter, on ira même jusqu'à prêter des qualités ou des défauts qui sont des qualités et des défauts strictement humaines. Cette réduction vers une forme un peu plus panthéonique va être encore plus accentuée avec la Grèce antique et leur forme à eux de cosmologie avec un panthéon de dieux qui là sont devenus complètement humains dans ce qui pourrait être les travers spécifiques à l'humanité. Mais le vrai coup qui se rapportait, si vous voulez, à la cosmogonie en tant que grand système qui organise le monde et duquel on tire des règles qui permettent de faire architecture, comme par exemple chez les Égyptiens, puisque ce résumé de la création du monde fournit aussi directement le plan de la maison égyptienne.
des règles pour la musique, des règles pour le politique, etc. Eh bien, le grand coup qui va être porté à ces grands systèmes à prétention d'organiser l'ensemble des activités humaines pour qu'elles soient cohérentes et en cohérence avec le reste, ben ça va être ce qu'on peut appeler la modernité. Et quelque chose qui va se cristalliser autour des Lumières et où là on va définitivement l'homme européen va définitivement jeter à bas tout ce qui est de l'ordre de conception organiciste du monde pour un système un peu plus, comment dire, le système à prétention rationnelle qui lui n'assume pas, si vous voulez, la totalité. Mais je vais essayer de mieux expliquer cela tout à l'heure. Comment procède donc ce système qui se met en place, la modernité? Elle procède par deux ruptures avec les logiques organicistes du monde que justement les cosmogonies promeut. La première rupture peut être ce qu'on, Descola par exemple appelle le naturalisme. Et avec Descartes, l'idée que l'homme est esclave de la nature et qu'il doit la soumettre pour se réaliser entièrement homme. Et donc cette mise à distance de la nature, où le désir de n'y voir plus que de la ressource, de quelque chose à maîtriser, à servir, à mettre à son service, est la première grande rupture disorganique qu'on doit au mouvement de la modernité. Il y a après une deuxième rupture qui est ce qu'on pourrait appeler l'individualisme, puisque après avoir considéré que la nature était quelque chose de contraignant qui nous ramenait à une forme d'animalité dont il fallait en quelque sorte s'extraire pour être raffiné, l'homme moderne européen a modélisé le groupe aussi sur le modèle de la nature, en considérant qu'il y avait encore trop de liens d'entraves dans la tribu, le groupe, la famille, qui empêchaient l'homme d'être tout à fait réalisé, d'être tout à fait raffiné. Donc c'était de la liane comme du lien en quelque sorte, et l'homme devait devenir complètement individuel, et cela passe par tout un tas de subtilités, à grand renfort de l'art. Toute l'histoire de l'art a été pour promouvoir une sorte de mélancolie, de narcissisme, de le journal intime, etc., etc. Et tout le cycle des oppositions artistiques, romantiques, contre classiques, etc., n'a été que pour élaguer de plus en plus dans la conception groupe liée à l'homme pour faire un individu de plus en plus raffiné. Et donc, alors j'ai parlé de l'art, mais il faut voir aussi en économie, avec toute la théorie de l'économie politique qui va postuler que la vraie loi du monde, c'est en quelque sorte la concurrence de tous contre tous, et que l'égoïsme est ce qui permet ce qui fait le progrès. Donc vous voyez que donc au moment en cette modernité, la cosmogonie devient vraiment la chose dont il faut se débarrasser, et je ne fais pas un mauvais procès à la modernité, dans le sens où cette histoire-là était tout à fait justifiée par rapport à ce qui était la situation en Europe à l'époque, et ça a été une éthique. Ces deux ruptures dont j'ai parlé, et cela permettait de libérer l'individu et de libérer l'homme tout court d'un tout un tas de contraintes à cette époque-là qui étaient assumées par le poids de l'Église, etc., etc. Mais là où cela a été dérangeant, c'est que le marché et l'instinct de dominer ont eux aussi vu un potentiel dans ces ruptures avec l'organique et se le sont appropriés en quelque sorte et en ont fait un outil qui s'est même émancipé du berceau
européen et qui donc a servi à conquérir sur le prétexte d'aller civiliser, de sauver l'homme un peu partout dans la périphérie européenne, devenu donc un outil de domination globale et donc a directement mis en danger partout où ils étaient encore vivaces les formes anciennes de vision du monde, de cosmovision du monde, de l'organicité qui assumait d'être entravé de nature et entravé de liens sociaux. Je dois dire aussi que que ce mouvement a été, comme vous le comprenez, le mouvement pour civiliser le sauvage, mais du sauvage à civiliser, la femme par exemple était un peu le dernier objet en quelque sorte, parce que comme vous le savez, la femme est l'être de nature par excellence, elle est soumise au cycle, elle ressent la lune, c'est d'ailleurs pour cela qu'elle est irraisonnable, elle est complètement hystérique, donc elle a trop de nature en elle. Elle est aussi l'être du lien social. C'est elle qui fait du lien en réalité, presque directement. Et donc ce mouvement de rupture successive avec l'organicité a aussi servi une autre forme de domination qui est celle de l'homme sur la femme. Des dominations qui en réalité sont très mitigées dans les systèmes organicistes sur le modèle des cosmogonies dont je vous parle. Donc on a basculé avec la modernité dans une logique où le reste du réel pour l'homme n'était pas quelque chose avec lequel ou duquel il était en écho, qu'il résumait en lui et auquel il participait, mais le monde est devenu une suite d'utilités à exploiter en quelque sorte. Et l'esprit rationaliste dont je parle a été d'autant plus fort qu'elle a procédé, et c'était son seul moyen de se développer, par silo. C'est-à-dire que la rationalité bug seulement quand il s'agit d'avoir une vision globale des choses et de comprendre les relations. Mais du moment où vous restez dans le confort des spécialités, en politique, en sciences, en esthétique, etc., vous pouvez déployer à l'infini cette arme formidable de la raison. Et ce que j'essaie d'expliquer par là, c'est que ce processus d'abdication de la cosmogonie pour un nouvel outil conceptuel rationnel est en réalité une démission, parce que c'était une sorte de renfermement dans quelque chose de confortable qui nous permettait d'éviter de voir la vraie complexité du monde que les conceptions organicistes dont je parle, elles, assumaient complètement. Vous êtes toujours là, je ne vous ai pas perdu. Ce n'est surtout pas le moment de vous perdre parce que maintenant je vais lire ce que je ne fais jamais. Donc je vais vous lire un extrait d'un ouvrage à paraître, enfin il a presque paru, qui s'appelle « Décoloniser le futur ». Et donc un extrait de cet ouvrage qui parle donc de cette conscience un peu perdue de l'organicité. Donc, je lis. L'univers procède comme s'il résolvait des problèmes en permanence. Quelque frustrant que cela puisse être pour la conscience moderne, les hommes ne sont pour rien en ce que le monde fonctionne. Ce n'est que cela l'existence, cette performabilité. Et quand nous avons parlé de la conscience, c'était de cette conscience de la performabilité. Les sagesses ont considéré que s'il y eut un commencement, elle devait s'y mouvoir la conscience sur le commencement, comme un souffle sur un océan calme, qu'elle aurait forcément mis en trouble ensuite du désir de se répondre à elle-même. Elle est depuis incarnée en toutes choses, elle est la source, le produit et la somme de toutes choses. Son principe est donc de se reconnaître dans les choses qui toutes la partagent. Les objets eux-mêmes contaminés de cette conscience, ainsi que nous le verrons, répondaient à ce principe. La conscience est en écho d'elle-même. Mais l'humain est partout
qui l'a recueilli plus crucialement. La désescalade des cosmogonies toujours, leur enchaînure de gésines, s'ensemençant les unes les autres, tout le drame parturiant finit à l'homme. Il est placé au milieu des choses, l'homme distingué de toutes comme leur berger, quand bien même elles le dépassent. Chez les Beta-Maribais du Togo et du Bénin du Nord, l'homme est le repère autour de quoi toute la cohérence s'organise et se déploie. Fixé, il a le pouvoir de n'être jamais perdu dans l'immensité de l'univers. Il accueille la complexité en lui, il la résume. En lui seul, tout joue à être complet. Le rôle de l'humain dans ces cosmo-éthiques est de ménager les chevaux. C'est ambitieux. Mais avec l'orgueil moderne, on a postulé que son rôle était de le débrouiller. On a ainsi ouvragé un projet philosophique en réalité de la démission, j'en parlais tout à l'heure. On peut considérer que dès lors que se sont érodées ces voies supérieures de l'humain par quoi il participait à la totalité, on tentait désormais des logiques de la saisir. Il s'est mis en sourdine la capacité d'accueillir pour celle d'analyser. Tel un muscle qui n'est plus entraîné et devient flasque, on a atrophié le sens de raisonner avec les choses. L'organicité, c'est justement d'entendre, pour ainsi dire, impérieusement à la fois les concaténations supérieures et les structures complexes en écho d'elles et de cohérence avec elles qu'elles suggèrent à la capacité cognitive des hommes. Elle s'explique donc moins par ce qu'elle est que par ce que l'humain la conçoit. Et si donc elle est conçue, c'est qu'elle est justifiée de son sens. C'est évidemment là une justification difficile à entendre à l'esprit analytique, l'esprit tout court. En réalité, elle l'est, difficile à entendre, plus sournoisement pour le démocratique qu'elle suppose dès lors dans le saisissement du monde. C'est cela qui en fond répugne le bel esprit, l'instinct bourgeois. Il y a, qui n'a pas été assez étudié, un renforcement des structures de pouvoir dans la substitution d'élaboration rationaliste à toute idée de logique intrinsèque du monde, de l'ordre du ressenti. Ces ouvrages conceptuels travaillés du besoin d'être complexes, ce qui confine à la complexification, sont pour divorcer de ces concaténations naturelles, à la fois hautement complexes et accessibles à tout humain, où qu'il soit dès lors qu'il est fixé. Aussi, l'effort est-il toujours de nous jeter dans la frénésie du mouvement stérile, du geste infécond. Et ce n'est que cela la modernité, une vaste entreprise de séparation fondamentale en tout avec de la possibilité de vie. Nous avions déjà vu que la vie faisait la conscience. Dans la perspective, en circuit des sagesses, la conscience enfante. Le tout est dans un mouvement brassé. Le basculement définitif dans les sociétés d'humains analytiques porte glas de l'ouverture et l'interopérabilité des données du monde assurées au sein des visions organicistes. Le formalisme, puis la dialectique, furent deux aspects premiers dans une amputation du sens, dont le cache-sexe est la logique de silo. Les spécialités seules ont permis à la modernité de se survivre intellectuellement, alors même qu'elle limitait l'embrassement du monde. C'est le privilège des sociétés anciennes que d'être ouvertes à la computation dans l'intentionnalité naturelle et d'avoir ouvragé les seules logiques complexes, souvent de création symbolique, capables de la retranscrire. L'ambition d'atteindre la complétude, une autre façon de scientificité, du drame cosmique, crypté dans la forme cosmogonique, est remplacée dès les Grecs par une structure panthéonique rigidiquement humaine. C'est peut-être un glissement de la puissance de dispositifs anthropomorphiques vers la médiocrité de l'humanisme où quelque chose de la complexité est perdu pour la tragédie. De la figure humaine prêtée à la vérité naturelle faisant des déités, on est passé à la simple humanisation de Dieu institué. Qu'ajouter à cela, sinon répéter encore qu'il faudrait peut-être remonter jusqu'à là l'éthique occidentale qui postule encore aujourd'hui et nous propose qu'être esclave de la rationalité est préférable à l'éthique d'être esclave de la raison du monde. Voilà, pour mon test, je reviens à la présentation pour vous dire que ce qui est à gauche, c'est évidemment ce à quoi l'évolution ou
les bousculements qu'ont subis les systèmes cosmogonies par l'apparition des grands groupements humains, puis la modernité, ce à quoi on est arrivé, donc à cette sorte d'anthropocentrisme où l'homme domine tout et ne voit en tout que des utilités. Et ce qu'ont toujours essayé de réaliser les sociétés traditionnelles sans les idéaliser, ce qu'ils ont toujours essayé, ces sociétés organiques, de réaliser, c'est un système de l'unité où il y a une forme de dépendance de tous en tous, en quelque sorte. Mais souvent, on considère, c'est ce que je voulais dire par ce test, qu'il y a d'un côté un anthropocentrisme et que l'homme n'est pas au centre dans la deuxième configuration. Mais en réalité, l'homme, qui d'ailleurs le plus souvent est une femme, puisque dans les cosmogonies, l'être qui arrive en fin de toute l'enchaînure des accouchements, qui est l'homme, est souvent androgyne ou plus féminin. L'homme est au centre en réalité, mais ce n'est pas un anthropocentrisme clivé de la totalité ou qui exploite la totalité. C'est-à-dire que l'homme, étant le dernier né de la création, est souvent placé en responsabilité de l'ensemble de ce qui le précède. Et donc il est au centre et il est censé organiser et être ce qui permet à toute cette cohérence, qui garantit que cette cohérence perdure en quelque sorte. Et c'est la responsabilité qu'investisse l'homme dans beaucoup de ces structures, traditionnelles. Donc, en fait, en réalité, j'ai jusqu'ici pas réellement essayé de définir ce que c'est que la cosmogonie. Donc, quand on parle de cosmogonie, il faut imaginer un grand discours posé un peu comme indépassable, dont la fonction est d'articuler harmonieusement le fait d'homme, les structures sociales dans la structure biosphérique, elle-même articulée dans une structure qui la dépasse, qui est cosmique. Et donc on crée un système d'interopérabilité ou d'interdépendance et restitué un peu sous une forme narrative de grands drames cosmiques qui se succèdent et dont les acteurs sont pour nous donner une leçon que, en réalité, tout doit pouvoir fonctionner, je sais, j'utilise beaucoup ce terme, en cohérence. Donc, il s'agit d'expliquer par un seul geste l'infiniment petit et le plus grand. Et dans les sociétés traditionnelles dont je parle, les choses fonctionnent réellement de la sorte. Il n'y a rien d'anecdotique et on voit dans n'importe quelques petites choses que soit la manifestation de quelque chose qui nous dépasse, comme la chose qui nous dépasserait aurait un écho ou pourrait être résolue en réalité par un acte qui pourrait vous paraître tout à fait insignifiant. Et ces grands mythes sont rappelés, donc sont déjà cryptés, engrammés dans des formes narratives complexes que sont les cosmogonies, mais elles sont ensuite déclinées dans ce qui pourrait être une cosmo-architecture, une cosmo-production matérielle, dans les masques, la maison, l'habitat, etc., etc. Et ces mythes sont rappelés à chaque grand moment, que ce soit une fête agraire, un mariage, un rite de fondation d'une nouvelle maison, l'agrandissement du village, etc., etc., pour que chaque nouvel acte que l'homme pose ne soit pas un acte qui échappe à cette cohérence dont nous parlons. Donc, l'idée qu'il y ait par un seul geste, on explique tout, c'est le principe même de ce qu'on peut appeler la matrice. Et donc, il faut considérer que les cosmogonies sont un moyen d'accès
comme Claude Lévi-Strauss le disait, au monde par derrière, qui permet de voir le cachet du monde et tout ce qui échappe dès lors qu'on sort du confort des spécialités et qu'on veut avoir une sorte de compréhension transversale de la réalité monde prise globalement. Je voulais dire aussi que donc la cosmogonie finit souvent par l'apparition de l'homme, mais souvent il a le renfort d'un petit animal, toujours un animal un peu frontière, une sorte de chimère, un animal qui lui apporte la connaissance, qui incarne sa conscience, qui fait intermédiaire avec les choses qui le dépassent. C'est souvent une tortue, une chauve-souris, un fourmilier, un pangolin, etc., etc. Et cet animal est mobilisé, comme on l'a vu tout à l'heure avec le pangolin, souvent pour rappeler cette sorte d'interdépendance et de la complexité du monde à l'homme. Maintenant, j'en viens à la question du design. Donc, ce que je veux proposer très modestement, c'est de se dire que un des problèmes que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'outil conceptuel que nous mobilisons pour créer, qui est, lui, très verrouillé sur la construction moderne, rationaliste dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc perverti par cette tendance à vouloir faire de l'argent ou à dominer. Et on le sent, vous le sentez très, très fortement, enfin, dans les laboratoires d'innovation de la Silicon Valley, un produit n'est pas bon parce que il résume le monde ou que son émergence ne met en crise aucune partie du monde. Il est bon quand il pénètre idéalement un marché et qu'il peut faire le plus d'argent possible. Alors ce serait seulement dans les laboratoires d'innovation de la Silicon Valley ou les laboratoires d'innovation chinois, ça irait, mais c'est la même chose dans les écoles de design. C'est-à-dire qu'en prof de design, je mettrais une bonne note à un étudiant parce qu'il a fait un objet très ergonomique et entendez par là que beaucoup de gens vont vouloir l'acheter. Alors, on ne met jamais dans la comptabilité qui permet d'affecter une note. On n'essaie jamais d'essayer de prendre en considération la possibilité, par exemple, que le matériau qui est mobilisé pour faire ce device crée une crise dans une autre géographie. Ou par exemple, l'apparition de cet objet produit fondamentalement de l'inégalité dans la société qui va la consommer. Et donc, cet outil critique, cet outil d'analyse, cet outil d'évaluation que nous mobilisons, que ce soit dans les écoles de design, ou dans les laboratoires d'innovation, ou que presque inconsciemment nous habitons pour parler de création et de production de nouveaux objets, c'est cet outil lui-même qui est problématique. Et c'est de lui qu'il faut divorcer. Et donc, toute ma tentative aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser à une alternative qui est un autre outil que d'autres géographies, d'autres sociétés, à d'autres époques ont développé, qui lui, justement, mobilisait d'autres façons de comptabilité qui, normalement, sont vertueuses du point de vue des problèmes que nous vivons aujourd'hui. Et en réalité, les objets tout à fait extraordinaires que cet outil a pu créer en termes de design, dont vous voyez quelques expressions là, ont déjà intéressé le design moderne. Ils ont même en réalité accouché de la modernité ou du design considéré comme moderne, puisque ce qu'on a appelé les avant-gardes ont été beaucoup régénérés par ces productions un peu chimériques venues de ces géographies encore primitives où ces considérations globales des choses étaient encore insistantes. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que le design, la modernité industrielle n'a vu que l'intérêt esthétique, l'intérêt formel dans ces productions. Et donc cet accaparement s'est fait en passant par
perte et profit, la dimension éthique qui était à l'origine ou qui était la substance de ces esthétiques primitives, hautement fonctionnelles, utilitaristes, du point de vue purement mathématique. Et encore une fois, c'est parce qu'on était déjà dans un paradigme qui réduisait tout à de la mathématique, à de la comptabilité purement productive et du gain, qu'on n'a pas pu tirer pour faire de la modernité aussi la substance, entre guillemets, éthique que, comment dire, ces différentes formes ou ces concepts canon traduisait. Le meilleur exemple, c'est ce qu'on appelle le nombre d'or ou le rectangle d'or ou la spirale d'or, cette logique de répétition à l'infini du tout dans la partie qui a beaucoup influencé le design et la création et dont vous trouvez des origines encore une fois dans des sociétés très anciennes ou très primitives, mais qui dans ces sociétés-là prenaient en charge des choses beaucoup plus profondes qu'il s'agit donc, quand je propose qu'on retourne à la cosmogonie et qu'on se débarrasse de l'appareillage conceptuel rationaliste, capitaliste d'aujourd'hui, dont il faut essayer maintenant de voir les leçons dont elles pourraient nous faire profiter notre contemporanéité. Alors, je vais maintenant juste vous montrer quelques images, vous jeter un vrac de pistes, essentiellement en architecture et connecté directement à ce qui est moi ma pratique. Sauf si vous avez des questions et que vous préférez plutôt qu'on passe les 15 dernières minutes à discuter. On continue, merci. Donc, c'est juste un exemple de cette recherche dans le cosmogonique et cette sorte de dépouillement pour voir quelles sont les valeurs que porte le cosmogonique et qui va au-delà de la forme. Donc ça, c'est un travail que j'ai commencé à faire il y a maintenant quelques années sur les architectures traditionnelles africaines. Ce qu'on appelle encore les architectures vernaculaires, les quelques-unes qui existent encore, puisque beaucoup de ces architectures ont disparu. Et donc j'ai fait un travail comparatif entre deux grands lots d'architecture, un lot d'architecture qu'on pourrait appeler les architectures de la région voltaïque, et un autre lot qui serait les architectures de l'ère tchadien. Et il est sorti de cette analyse qu'il y avait un certain nombre de principes, un certain nombre de concepts qui revenaient rigoureusement d'une architecture à l'autre et qui étaient engrammés, encore une fois, comme pratiquement comme une sorte d'ADN dans les cosmogonies qui se ressemblent plus ou moins toutes. Puisqu'il faut considérer un peu le continent comme un pays plein. Et souvent, la variété que vous observez est trompeuse. Il y a des constantes. Et donc, juste pour essayer d'expliquer ces principes qui sont au nombre de 8, qui reviennent systématiquement dans les architectures africaines, et voir comment il y a là peut-être là une piste pour faire de l'architecture moderne aujourd'hui, dont la fonction première ne serait pas d'entretenir la logique productive marchande, mais de faire de l'architecture sur le modèle des bâtiments anciens comme des bâtiments qui participent de quelque chose et qui maintiennent cette chose cohérente et dont la fonction est de ne rien perturber de l'ordre, entre guillemets, qui les dépasse. Donc, pour parler rapidement de ces principes, le premier principe, très fort, c'est la figure de gestation, le fait que vous avez systématiquement codé dans l'architecture traditionnelle africaine, en tout cas celle de cette ère dont je parle, quelque chose qui fait écho à l'enfantement, à la naissance ou à l'accouplement.
Alors c'est pris en charge symboliquement dans certaines architectures et c'est spatial directement dans d'autres. Donc vous avez des formes fœtales, vous avez dans le plan du bâtiment des expressions d'accouplement, etc., etc. Alors, j'ai pas le temps d'aller dans le détail. Vous avez aussi l'anthropomorphisme, mais j'en ai déjà un peu parlé. C'est-à-dire que vous considérez que la cosmogonie considère que le corps humain est le modèle idéal de toute chose, parce que l'homme est un peu le meilleur de la création. C'est pour ça qu'il arrive un peu en dernier, quand on a déjà tout essayé. Et la maison, souvent, a des yeux, une bouche et des fonctions qui sont tout à fait humaines. C'est pour ça qu'elle n'est jamais neutre. On ne fait pas maison comme on fait une machine à habiter. En fait, chaque fois qu'on fait maison, on crée un nouveau parent. Et souvent, c'est même le parent le plus âgé de la famille, et on lui doit à la maison le même respect qu'on devrait à la femme la plus vieille, quoi, du groupe. Vous avez la gyration, le fait que le plan est toujours tournant. Ça, c'est quelque chose qui, avec la fractale, produit donc la spirale d'or, le nombre d'or, qui est très fort dans ces architectures-là. Je pense aux travaux de Ronen Glash, qui est parti avec son sac au dos photographier des villages africains en haut et qui a révélé que les villages africains étaient pour la plupart construits sur un modèle fractal. Vous avez la différentialité, le fait que la maison n'est jamais neutre, elle est toujours mâle et femelle. Il y a toujours ces deux forces qui sont en tension, qui essaient de s'équilibrer. Et c'est d'ailleurs ça qui met en mouvement toute l'architecture, toute la construction et qui provoque le rythme. Quel autre principe? Les fractales, j'en ai déjà parlé. Il y a la panoptique. Alors c'est un concept qui a mauvaise presse parce qui a été développé par Jeremy Bentman et surtout a été repris par Foucault plutôt pour décrire des architectures carcérales. Mais il y a de la panoptique dans le bâtiment ancien africain pour traduire cette idée ou cette éthique que tous les points de vue doivent converger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'angle mort dans le bâtiment africain, dans le sens où il n'y a pas d'esprit individuel. Et on est toujours en société, on est toujours sous le regard de tous, et tous sont responsables, entre guillemets, de tous. Après, il y a le principe d'inextricabilité, qui fait déjà que tout ce que je dis là, vous essayez de le dire à un Africain traditionnel, il va vous dire que ce n'est pas vrai parce que le seul fait de distinguer les principes, c'est déjà une abstraction. Ce tout est tellement intriqué que dans l'esprit même des populations qui produisent ces formes complexes de relations au monde, ils n'arrivent pas à débrouiller en quelque sorte. Et c'est souvent le travail des anthropologues de voir les sauts conceptuels. Et enfin, donc, l'unité, qui est que tout cela est un et que le monde est résumé dans chaque partie des choses. Donc voilà, par exemple, 8 principes d'organisation spatiale ou 8 principes symboliques directement en quelque sorte promus par des cosmogonies. Vous retrouvez dans la façon dont le schéma narratif des cosmogonies est élaboré, le fait que tout vient d'un état plus ou moins informe, que cet état enfante pour on ne sait quelle raison, et que cet enfantement produit un mouvement plutôt tournant, et puis qu'il y a une séparation de forces qui sont opposées, et que ces forces se mettent ensemble, accouchent de quelque chose qui lui doit avoir en résumé tout ce qui l'a précédé, etc., etc. Vous pouvez donc faire éclater de la cosmogonie en des principes que vous pouvez mobiliser ensuite dans de l'architecture, dans du design produit, dans de la mode, etc., etc. En essayant, comme le font les sociétés
traditionnelle africaine, de ne pas invisibiliser la portée éthique de chacun de ces principes et d'assumer complètement que si vous les mobilisez, ce n'est pas seulement pour du canon, pour de l'esthétique, mais aussi pour toujours rappeler que le produit ne peut pas être neutre. Le produit prend en charge une certaine vision du monde qui est celle de la cohérence. Alors, je vais passer rapidement, c'était pour vous parler d'anthropomorphisme, vous montrer quelques plans, et je vais vous montrer deux types d'architecture traditionnelle. Les Beta-Maribé du Nord Togo et les Mousgoum du Cameroun, pour illustrer un peu comment deux architectures fondées sur les mêmes principes dont je viens de parler peuvent paraître esthétiquement complètement opposées. Et pour dire que ce qu'il s'agit d'atteindre avec la cosmogonie, c'est l'ADN, mais du moment où vous saisissez cette essence, selon le site où vous projetez, vous pouvez avoir des formes complètement différentes. Donc, les Mousgoum, alors c'est une architecture qui a pratiquement disparu aujourd'hui, dont on a des photos grâce à la mission au fameux voyage au Congo d'André Gide, qu'il avait fait avec Marc Allégret, jeune vidéaste, et donc qui a pris des photos de ces architectures qui ont pratiquement Mousgoum qui ont pratiquement disparu aujourd'hui, donc architecture de terre, etc. Alors une architecture intermédiaire avant de venir au Tamberma, Moudang, qui a disparu elle aussi, elle permet à cette architecture-là de faire le lien, et quand vous considérez le continent donc comme un pays plein, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez créer une chaîne comme ça d'architecture qui vous permet de voir qu'en réalité, il y a un lien dans toutes ces architectures et que toutes ces architectures sont la tentative ou la tentation de concrétiser ou de cristalliser sur des sites à chaque fois différents la même éthique fondamentale que prend en charge la construction cosmogonique. Donc vous avez là une idée de la fractale, l'architecture, le masque, etc. reprennent les mêmes formes. Ce sera la même chose de l'objet le plus anecdotique que vous verrez dans la cuisine jusqu'au plan du village. Il y aura toujours l'idée que c'est la même forme qui se répète à différentes échelles. Les Tamberma maintenant, donc là on est au nord Togo et Bénin, donc une architecture un peu en fortin, une architecture presque défensive, où vous avez là aussi, même si cela paraît être très différent de ce qu'on a vu précédemment, le même ADN, les mêmes principes dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit et que je veux montrer par cet exemple aussi, c'est donc de toujours revitaliser la portée éthique de ce que permet la cosmogonie comme contrat. C'est-à-dire que si demain on faisait rentrer dans les écoles de design un nouveau curricula ou de nouvelles formes d'évaluation qui serait qu'à chaque fois on s'inscrit dans une cosmogonie, dans un contrat un peu codé sur la forme d'un grand mythe, il faudrait définir quelles sont les valeurs que porte ce mythe et comment ces valeurs sont déclinées en notes après et comment les expériences ou les productions à chaque fois originales de chacun des étudiants arrivent à prendre en charge ces valeurs-là. Donc, pour ne prendre que les quelques concepts que je viens de mobiliser, j'essaie ici de vous montrer en quoi ils ont l'air d'être faits pour notre époque, en réalité. Et vous pouvez faire une correspondance entre ce que j'ai appelé tout à l'heure la figure de gestation et ce que nous essayons d'appeler le durable. Le durable peut avoir une autre définition par un détour par l'Afrique, qui est que le durable, c'est une sorte de contrat intergénérationnel. C'est-à-dire que ce que je pose comme acte aujourd'hui ne doit pas mettre en danger ceux qui vont venir après moi. Et c'est cela que veut dire la figure de gestation, le fait qu'on rappelle à chaque fois dans l'ouvrage, dans l'objet, l'acte primordial d'enfantement dans tous les aspects du produit pour parler réellement design.
l'anthropomorphisme, le fait que toute ta forme humaine rappelle à l'homme sa responsabilité dans tout. Et donc, quand vous investissez quelque chose d'une forme humaine, elle ne peut plus être neutre. Par exemple, l'objet, la cuillère que vous designez, la basket, n'est pas juste un objet à consommer et à jeter. Ça doit être un objet que vous n'achetez pas que pour vous. D'abord, vous l'achetez, si elle est réellement durable, aussi pour vos enfants. Et donc, vous avez cette préoccupation-là de transmettre. Mais l'objet lui-même, pour l'usage votre propre, ne peut pas être quelque chose de neutre que vous manipulez. Et donc, chacun des principes, des 8 principes qui, extraits des cosmogonies africaines, prennent forme architecturale, peuvent prendre en charge un des challenges ou un des enjeux de soutenabilité que nous avons à gérer aujourd'hui. Alors, j'ai encore quelques slides, mais je vais m'arrêter là. En vous remerciant et après vous avoir donc dit que l'effort de tout cela, c'est de produire pour demain une sorte de fabulation spéculative, savoir quels sont les enjeux que nous allons devoir traiter, quels sont les enjeux du futur, et de futuriser en quelque sorte les archives et d'arriver à une sorte de contrat en réhabituant un peu les mythes à notre réalité d'aujourd'hui, une forme de contrat nouveau partagé par tous qui challenge un peu le logiciel actuel du monde qui est capitaliste, rationaliste, etc., etc., et dont la mobilisation nous permet de faire des objets qui, à tout point de vue, sont plus éthiques. Je vous remercie.